Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle actu du mois, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mars? Déjà la cérémonie des Oscars, hein. C'était la 96e cérémonie, elle s'est déroulée le dimanche 10 mars et très rapidement, je vais quand même vous dire quels ont été les grands gagnants. Je vais pas vous dire toutes les catégories, hein, juste voilà, celles qui peut-être nous intéressent le plus. Déjà, on a eu pour le meilleur film, meilleure réalisation, meilleure photo, meilleur montage, meilleure musique de film, Oppenheimer de Christopher Nolan. Ça a été vraiment l'un des grands gagnants de la soirée. On a également eu meilleur acteur dans ce film, Cillian Murphy. C'est le premier Oscar de sa carrière. Également, toujours dans ce film, meilleur acteur dans un second rôle, Robert Downey Jr. C'est aussi le premier Oscar de sa carrière. Et en meilleure actrice, Emma Stone pour Pauvre créature. Là, c'est son deuxième Oscar. Le premier, c'était en 2017 pour La La Land. Et la meilleure actrice dans un second rôle, nous avons eu Da'Vine Joy Randolph pour le film Winter Break. Toujours Pauvre créature, il a remporté encore d'autres Oscars. Meilleur décor et direction artistique, meilleur costume, meilleur maquillage et coiffure. On a eu droit à une interprétation de Ryan Gosling sur scène. Il nous a chanté I'm Just Ken. C'était le moment, je trouve, délirant de cette soirée. Donc voilà un petit peu un rapide résumé de la cérémonie des Oscars. Ensuite, quelques jours après, le 15 mars, on a Cara Delevingne qui a perdu sa maison dans un terrible incendie. Ça s'est passé dans la nuit du jeudi au vendredi 15 mars. Il y a eu les pompiers qui ont été appelés. Il y avait une personne sur les lieux qui a pu être évacuée. Elle avait juste inhalé un peu de fumée, mais rien de grave. Petite frayeur aussi pour les deux chats de Cara, mais qui ont été également secourus. Il y a quand même eu 94 soldats du feu qui ont été sur place. Ils ont mis plus de 2 heures pour venir à bout de cet incendie. L'enquête a écarté l'incendie criminel. On ne sait pas encore exactement quelle était la cause. Toujours est-il que Cara n'était pas là. Elle était à Londres, elle vient d'intégrer la comédie musicale Cabaret. Donc elle a posté sur Instagram un message de remerciement aux pompiers ainsi qu'aux personnes qui sont venues en aide. Et ça lui faut un coup parce que cette maison-là, elle y tenait énormément. Elle avait coûté 7 millions de dollars. Elle avait tout fait dedans, il y avait toute sa vie, tout ce qu'elle aimait. Et elle l'avait décorée avec soin sur le thème de Alice au pays des merveilles. Bon, la maison est foutue, hein. Là c'est foutu, il n'y a plus rien à récupérer, je pense, hein, vu l'état. Alors, ensuite, des nouvelles de nos chères ex-actrices de la série Charmed. Je ne sais pas si vous avez vu cette guéguerre qu'il y a depuis décembre dernier, donc décembre 2023. Le lundi 18 décembre, Holly Marie Combs, celle qui faisait donc Piper, elle a été invitée sur le podcast de Shannon Doherty, Let's Be Clear, et elles ont toutes les deux reparlé de leur expérience sur la série Charmed. Donc elles sont revenues sur la rivalité entre Shannon et Alyssa Milano. Donc Shannon déjà est revenue un petit peu sur les bases, hein, en disant que la série avait été vendue grâce à son nom à elle. Alyssa Milano n'était même pas encore dans le décor, elle n'était pas encore embauchée à ce moment-là. Donc c'est vraiment elle qui a fait vendre la série à la chaîne. Et concernant les liens d'amitié, elle était déjà pote avec Holly Marie Combs avant qu'elle tourne. Donc elle tourne le premier pilote, Alyssa n'est pas là. C'était une autre actrice qui finalement n'est pas revenue. On a embauché Alyssa. Au début, ça se passait très bien. Il n'y avait pas de problème, jusqu'à ce qu'il y en ait. Ça a commencé vers la 2e saison. À ce qui paraît, hein, c'est Alyssa qui aurait poussé les producteurs à dégager Shannon Doherty de la série. En gros, Alyssa avait posé un ultimatum, quoi. C'est elle ou moi. Pourquoi ils ont choisi Alyssa? Je ne sais pas. Il y avait même, comme je vous l'avais dit dans la vidéo consacrée à la série Charmed, hein, je vous la remets là, je parlais aussi de tout ça. Holly Marie avait dit, si Shannon part, moi aussi je pars, quoi. C'est ma pote, je pars. Sauf que les producteurs ont dit, ah non, toi Bichette, tu restes ici. Si tu pars, on te poursuit en justice. Donc elle n'a pas trop eu le choix. Et Holly Marie Combs précise même que Alyssa Milano avait monté un dossier documentant toutes les fois où elle s'était sentie mal à l'aise sur le tournage. Et elle, ça l'avait surprise quand elle avait vu ça, parce qu'elle se dit, mais à quel moment on a eu des mots aussi durs envers elle? Enfin, non, quoi. Et Holly précise aussi que quand ça a commencé à ne plus du tout aller entre les deux filles, elle se sentait prise entre deux feux.
parce qu'elle s'entendait bien avec Alyssa Milano. Shannon, c'était sa copine, mais Alyssa, ça allait bien aussi avec elle, donc elle savait plus trop où se mettre, la pauvre. Ça, c'est la place horrible. Shannon Doherty déclare « Cette rivalité entre filles m'a rappelé l'époque de Beverly Hills. Mes camarades de l'époque, sur Beverly Hills donc, étaient super en colère en apprenant que j'allais faire la couverture de Rolling Stone en solo. J'allais quand même pas dire non à une couve de Rolling Stone. On est alors reparti sur une rivalité entre filles sur Charmed. Je ne dis pas avec Holly, je dis bien entre Alyssa et moi-même. Il y avait un manque de soutien féminin. J'ai la même publiciste depuis des années et elle pourrait vous confirmer que je me fiche que d'autres fassent des couvertures de magazines. Et la goutte d'eau, ça a été quand Holly Marie Combs a été hospitalisée. Elle s'est fait retirer une tumeur utérine au milieu de la saison 2. Et voici ce que Shannon déclare. J'ai attendu 24 heures après ton opération et j'ai quand même eu du mal à entrer dans ta chambre. Alyssa et sa mère me disaient que je ne pouvais pas entrer. Elles empêchaient les gens de venir te voir et tu n'en savais rien. Je me souviens que tu m'as envoyé un message en me disant « bah tu vas venir me voir » et j'imaginais ta douleur en te disant que je t'avais abandonné. Mais j'étais aussi très en colère vis-à-vis de la situation et de cette famille qui s'était interposée en entraînant cette étrange division entre nous deux qui s'était poursuivie tout le long de la saison 2. Je crois que j'ai pleuré tous les soirs durant le tournage de cette saison. Alors pourquoi la famille de Alyssa elle était là? Bah en fait Holly Marie dit que justement à cette époque-là, elle n'avait pas de famille, elle se sentait seule. Quand Alyssa a fait irruption dans sa vie avec sa famille et qu'ils ont tout de suite adoré Holly, ils l'ont carrément adoptée et elle, elle a aimé quoi. Elle s'est sentie chouchoutée, désirée. Et elle dit, moi je voulais que tout le monde s'entende. Je voulais que le show soit réussi. Il n'y avait pas d'ange ou de démon dans cette affaire. Nous avons tous nos mauvais jours et nos bonnes journées. Nous aurions tous pu mieux nous comporter à certains moments. Mais nous n'avions pas assez conscience de la chance que nous avions. Bon, en tous les cas, on comprend que Shannon a toujours en travers de la gorge. Alyssa, ça passera pas. D'ailleurs, en 2021, quand on lui avait déjà demandé est-ce que tu vas lire le bouquin qu'a sorti Alyssa Milano, elle avait répondu évidemment, je ne lirai jamais son livre, car il s'intitule Désolée, mais pas désolée. Donc déjà, là, elle me dit qu'elle n'est pas désolée. À quoi bon en parler alors? Voilà, le ton était donné depuis longtemps. Et le 2 février, Alyssa répond « Je veux être très réfléchie et posée dans ma façon de répondre et je voudrais simplement dire que je suis triste. Pas pour moi ou ma vie ni la façon dont cela l'affecte. Je suis surtout triste pour les fans. Cela me rend triste de voir qu'une série aussi aimée et qui signifie tant pour eux soit ternie par une toxicité qui perdure encore aujourd'hui. Plus d'un quart de siècle plus tard. Je suis triste de constater que les gens restent dans le passé. Je suis triste de voir qu'on ne peut pas tout simplement célébrer ce succès tous ensemble. J'ai travaillé très dur ces 25 dernières années pour guérir de mes traumatismes et ça n'inclut pas uniquement le traumatisme vécu pendant le tournage, mais tous les traumatismes. J'ai travaillé dur pour guérir certaines parties parce que je comprends que les personnes blessées blessent les autres et mon intention est d'être quelqu'un de guéri qui peut aider les autres. Après, il y a eu une convention qui s'est tenue au MegaCon Orlando, il y avait Holly Marie Combs, Shannon Doherty et Rose McGowan et elles ont pris la parole justement sur un peu cette histoire en disant que beaucoup de choses blessantes avaient été dites et Shannon était un peu émue d'ailleurs à ce moment-là. Elle a déclaré « Holly et moi n'avons pas été méchantes dans le podcast, mon podcast Let's Be Clear. En fait, nous avons supprimé tout ce qui, à notre avis, aurait pu provoquer un drame. Nous avons simplement dit la vérité parce que la vérité est importante. Mais nous voulions essayer de vous épargner, à vous les fans, un chagrin d'amour autant qu'il est humainement possible. À ce stade de ma vie, avec mon diagnostic de santé, avec la lutte contre une maladie horrible chaque jour de ma vie, il est également incroyablement important pour moi que la vérité soit dite par opposition à la narration que d'autres font de moi. Nous l'avons dit ensemble, nous avons raconté notre vérité et nous la maintenons. Ce n'est qu'avec ma bataille contre le cancer que j'ai décidé d'évoquer ce traumatisme et être ouverte, honnête à ce sujet afin de pouvoir guérir d'une existence dont on m'a privée, une existence qui m'a été volée à moi et ma famille parce que quelqu'un voulait être numéro 1 sur la feuille de route. C'est ça la vérité. Et on a Rose McGowan qui a conclu « Nous t'avons protégé pendant longtemps. Nous l'avons fait aussi longtemps que nous l'avons pu. Nous tous. Les gagnants ne laissent pas les perdants réécrire l'histoire. » Voilà.
Et donc, pour conclure cette actu, pas avec n'importe quelle actu, P. Diddy donc. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, ça va très mal, hein. Voilà, ça on le savait, on s'en doutait, ça sentait mauvais depuis un moment, je vous l'avais dit. Petit rappel des faits, j'ai fait une vidéo par rapport à Casey, la plainte, c'est un peu par là que tout a commencé, hein. C'était à la mi-novembre, voilà, la vidéo complète est dans le petit i. Donc Casey, mi-novembre, elle dépose une plainte au civil pour abus, on va dire ça comme ça, et violence physique pour des faits qui se sont passés des années auparavant mais qui ont duré toute une décennie. Elle avait assuré également avoir été battue plusieurs fois, forcée à avoir des rapports filmés avec des hommes travailleurs du SEX, voilà. Et 2 jours après le dépôt de la plainte, l'affaire a été réglée à l'amiable. Voilà, le règlement le plus rapide du monde. Il l'a payé une certaine somme pour régler tout ça. C'était terminé. Enfin, oui et non. C'était terminé en tout cas concernant Casey et lui. Mais d'autres plaintes ont suivi. Il y a eu celle de Joy Dickerson Neal qui a déposé une plainte en disant que P. Diddy l'avait drogué et agressé intimement en 1992. Il l'aurait filmé et diffusé la vidéo en guise de revenge porn. Et il y a eu une 3e plainte par une femme qui n'a pas voulu dévoiler son identité. C'était toujours en décembre, hein. Donc elle dit que P. Diddy a abusé d'elle en réunion lorsqu'elle avait 17 ans. C'était en 2003. Il l'aurait forcée à boire, à prendre des substances et contrainte à des rapports en compagnie du président de sa maison de production Bad Boy Records, Harvey Pierre, ainsi qu'un 3e individu. Dans la plainte qu'elle avait déposée, il y avait des photos de elle où le visage était flouté dans les studios de production en compagnie de P. Diddy. Alors là, P. Diddy avait pris la parole en disant « Trop, c'est trop. Au cours des dernières semaines, je suis resté assis en silence et j'ai regardé les gens tenter d'assassiner mon personnage, de détruire ma réputation et mon héritage. Maintenant, ça suffit. » Donc voilà ce qu'il avait déclaré à l'époque, mais c'était pas fini parce que fin février 2024, il y a eu encore une plainte pour violence intime qui a été déposée contre lui. Et cette fois-ci, il s'agit d'un homme, le producteur de musique Rodney Jones. Et il accuse P. Diddy de harcèlement S et d'agression intime. Il a produit 6 titres sur l'album The Love Album of the Greed, donc le dernier album de P. Diddy qui est sorti en septembre dernier. Et dans sa plainte, il affirme avoir cohabité avec P. Diddy de septembre 2022 à novembre 2023. Il a donc dressé toute une liste des comportements inappropriés de Diddy qu'il a vu en fait durant cette période-là. Il avait aussi des heures d'enregistrement audio et vidéo de P. Diddy ainsi que son équipe s'adonnant à des activités illégales. Donc le mec, il avait du lourd dans son dossier et il précise que dans toutes les grandes soirées que P. Diddy donnait, les invités étaient filmés sans le savoir, à leur insu. Monsieur Combs, P. Diddy possède des images compromettantes de chaque personne ayant assisté à ces événements. P. Diddy faisait également signer un accord de confidentialité aux travailleuses du sexe ainsi qu'aux jeunes mineurs invités à ces soirées avant qu'elles soient sous substance et abusées. Et il n'y avait pas que P. Diddy dans le coup, son cercle cautionnait, approuvait, donc il sort les noms. Le PDG d'Universal Music Group, l'ancien PDG de Motown Records, ainsi que la chef de cabinet de P. Diddy. Et selon lui, ces gens-là auraient tous accepté de se taire, de faire l'autruche, parce qu'il leur donnait de grandes sommes d'argent en espèces, afin qu'ils n'aient pas à payer d'impôts et que du coup ça n'éveille pas les soupçons du gouvernement. Alors il raconte quelques anecdotes, on peut dire ça comme ça, de ce qu'il a subi lui-même. Donc il a été obligé de travailler dans la salle de bain de P. Diddy, tandis que celui-ci se douchait tout nu, bien sûr. Du coup, lui, Rodney, il s'est plaint à Christina Koram, la directrice de l'équipe de P. Diddy, qui lui aurait répondu « On ne va pas changer Sean. C'est sa façon de te montrer qu'il t'aime bien. » Et il dit aussi qu'il a été la cible de plotage et d'attouchements non sollicités et non autorisés au niveau de son derrière. Voilà. Donc il dit bien qu'il l'a tripoté à plusieurs reprises et il dit aussi qu'il lui a fait prendre des substances à son insu le 2 février 2023. Il dit qu'il s'est réveillé avec lui et 2 travailleuses du S. Et il cite aussi dans sa plainte Cuba Gooding Jr., l'acteur. P. Diddy lui a présenté et que Cuba a aussi tripoté Rodney. Voilà. Donc il fait l'étalage de tout ce que Diddy consomme. Voilà, plusieurs substances, notamment de la C, des extas. Il glisse
des substances dans les boissons servies à des mineurs et aussi aux travailleuses. Voilà, vous avez compris. Et il affirme aussi dans sa plainte que les sponsors, labels, maisons de disques ont aidé à l'organisation de ce trafic offert à P. Diddy une légitimité afin d'accéder aux célébrités les plus connues, des athlètes aux figures politiques, des artistes aux musiciens, en passant par des dignitaires internationaux comme le prince Harry. Harry qui n'est pas nommé en tant que complice à ces soirées, mais comme un exemple parmi d'autres de ceux qui ont croisé la route de P. Diddy. Par exemple, Harry, il a rencontré une fois P. Diddy, c'était en 2007, lors d'un concert caritatif pour les 10 ans de la mort de Diana. Ça donnait en fait plus de cachet à ces soirées, alors qu'Harry n'était pas là. Mais il faisait pas ça que avec Harry, avec aussi d'autres grands noms. Tout ça pour en arriver donc à ce qui s'est passé là. Le 25 mars, les agents fédéraux ont perquisitionné 2 domiciles de P. Diddy, sa propriété à Los Angeles, une autre à Miami. P. Diddy n'était pas là, mais il n'a pas fui, comme certains ont dit, il a fui au Cap-Vert. Non, ils l'ont intercepté à l'aéroport de Miami, il s'apprêtait à s'envoler pour les Bahamas, mais finalement il est resté aux États-Unis. On a vu des photos de paparazzi où il est en train de discuter avec des agents fédéraux, et les 2 fils de P. Diddy, King et Justin, on les a vus menottés. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Toujours dit que l'avocat de P. Diddy a déclaré que c'était une chasse aux sorcières. Cette embuscade sans précédent associée à une présence médiatique coordonnée conduit à un jugement prématuré de Monsieur Combs. Monsieur Combs est innocent et continuera à se battre chaque jour pour laver son nom. Voilà, donc pour l'instant, j'en dis pas plus. On a dit qu'il y avait des souterrains, des tunnels sous la maison de Diddy. On a dit qu'on avait arrêté sa mule. On a aussi fait des connexions entre P. Diddy et Epstein, comme vous voulez. Je n'en parlerai pas de tout ça pour l'instant parce que, voilà, là je voulais juste vous dire clairement ce qui est officiellement sorti. Pour le reste, j'attends. Je referai une vidéo plus tard, quand on aura appris plus de choses, que ce sera plus clair, parce que là ça part dans tous les sens, en spéculation, etc. Voilà, j'attends et je vous referai un update de toute cette histoire quand on aura plus d'éléments en main. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.